alors un jour, donc en 2004, un ami m'apporte, un ami que je voyais assez souvent qui m'a... Voilà, comme ça. En 2004, un ami que je voyais assez souvent parce qu'il m'a fait découvrir Linux, m'amène un petit logiciel sur une clé. Alors à l'époque, c'était Freeman. Moi, je vais ouvrir Freeplane, qui est maintenant le successeur de Freeman. Et puis il me l'ouvre, c'est quasiment la même interface dont je vais vous montrer. Elle me dit, regarde, je t'amène un petit bijou. Et donc on va attendre que le logiciel s'ouvre. Voilà, et puis voilà ce que ça me donne. Bon. Alors, il m'a mise devant l'ordinateur, elle me dit, vas-y et tout. Moi j'étais complètement figée devant cette page, je ne voyais pas du tout l'intérêt. Puis bon, il commence à me créer une carte avec ça. Donc, je vais ouvrir une carte, donc celle que j'ai préparée pour aujourd'hui. Ici. Et je ne voyais pas l'intérêt. Lui, il me dit, donc, il me fait des arborescences à partir du centre de la carte, et puis il me dit, c'est quelque chose que j'utilise en psychologie. Moi, le logiciel de psychologie. Bon, j'étais un peu étonnée, je me disais, à quoi ça va me servir? Elle me dit, tu sais, moi, je m'en sers quand j'ai des problèmes de cœur pour essayer de voir plus clair. Très bien, il était très pressé, il s'en va. Et puis moi, je reste avec le logiciel, j'essaye 2-3 trucs, je dis, ouais, bon. Je le ferme, et puis je passe à autre chose. Et puis, quelques semaines plus tard, voire quelques mois, en cours, je suis prof de maths, et je parlais d'arbres. Et puis j'étais en train de faire une arborescence, de dessiner une arborescence et tout. Et puis je pense à ce petit truc, je dis, en fait, ce qu'il m'a montré l'autre jour, à partir d'un nœud central dans lequel il y a quelque chose d'écrit, donc son truc de psychologie, il a réussi à déployer une sorte d'arborescence. Ça va peut-être me servir ce truc-là pour mes élèves. Et puis j'ai commencé à creuser. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu de quoi ça parlait, donc une interface déroutante, et puis je regarde à propos du logiciel. Application du concept des cartes mentales à l'interface homme-machine. Voilà, je dis, c'est fort ce truc, c'est quoi ça? J'ai commencé à chercher sur Internet, je tape carte mentale en Google, et je tombe sur le mind mapping. Bon, alors, la propos actuelle, c'est... Donc il n'y a plus... ce truc qui m'avait intrigué, c'était surtout l'application du concept des cartes mentales à l'interface en machine. Puis moi, j'aime bien les robots, tout ça, donc ça m'avait vraiment interpellé. Maintenant, c'est plutôt donc logiciel de cartes mentales et d'élaboration de connaissances. Quand je présente maintenant ce logiciel à des gens et que je parle, je dis, ouais, c'est un logiciel d'élaboration de connaissances. Et donc j'arrive sur Internet en surfant sur le terme carte mentale, j'arrive sur le mind mapping. Donc juste entre-temps, donc la genèse de l'histoire, donc Freeman il m'a fait découvrir en 2004, j'ai commencé à l'utiliser vraiment en 2005, et puis j'ai complètement suivi les évolutions du logiciel, donc le développement. Donc j'allais sur SourceForge, qui est un site sur Internet sur lequel beaucoup de gens, qui connaissent les livres savent qu'on peut télécharger des logiciels libres, et je téléchargeais les versions successives de Freeman. Je suivais vraiment le développement, j'étais super passionnée par ce logiciel, vous allez vite comprendre pourquoi. Et puis, ils n'arrivaient pas à développer les versions successives, 08, 09, etc. C'était plus qu'un an et demi entre deux étapes, et ils n'arrivaient pas du tout à passer à la version 1. Donc, je suis allée voir un petit peu sur les forums de Freeman, et en fait, bon, c'est un logiciel qui était basé sur du code source assez fouillis au départ. Donc, imaginez un château de cartes construit sur des cartes qui sont un petit peu branlantes. Donc, ils n'ont jamais réussi à passer à la version 1. Et la version 1 elle est sortie avec le logiciel Freeplane. Donc, l'icône, c'est une petite abeille, alors que Freeman, l'icône, c'était un petit papillon. Donc là, voilà, on va faire du mind mapping avec une abeille. Donc, qu'est-ce que c'est que le mind mapping? Donc, déjà, le mind mapping, ça nous vient d'un psychologue. La théorie, le mot mind mapping est un terme qui est breveté.
donc par Tony Buzan, qui est psychologue anglais. Vous allez voir sa tête. Hein. C'est un monsieur très classique, qui a un certain âge aujourd'hui, et puis très anglais. Hein. Donc, beaucoup de vidéos sur Internet sont... Vous tapez... Ah oui, vous tapez... alors que je frappe le réseau. Si je le trouve... Non, celui-là, il ne marche pas. Je n'ai pas mis le réseau. C'est parce que je me mets ici. Ah, voilà. On va être... Je pense que ça marche. Et vous cherchez un câble réseau. Ah, l'autre marche, mais il est trop loin. Il faut absolument un câble réseau. Bon, bah donc on va continuer comme ça. Donc Tony Buzan, sur Google, vous tapez dans YouTube, vous cherchez Tony Buzan, vous allez voir des tonnes de vidéos, il explique ce que c'est que le mind mapping. Donc ce psychologue des années 70 a beaucoup travaillé sur le cerveau, l'apprentissage et la mémoire. Je vais vous dire un petit peu ça. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est que le cerveau? Bon, ben, ça peut être imagé par un ordinateur qui traite des informations. Alors, quel genre d'informations il va traiter? Il a des récepteurs, ou il y a des récepteurs, on va arriver au cerveau. On va traiter, donc, je ne rentre pas dans les détails, j'en serais bien incapable. On va analyser l'information qui arrive par ces récepteurs. Ensuite, il va produire et peut-être communiquer. Mais sinon, il va aussi, bien sûr, contrôler le résultat pour pas que les effets soient trop importants. Enfin, il va y avoir un contrôle. Du coup, il va arriver... Deux secondes, voilà. Et du coup, il arrive au concept de pensée irradiante, parce que bon, il a vraiment travaillé très sérieusement sur le cerveau avec son frère. Et sur l'apprentissage et sur la mémoire. Donc il a écrit beaucoup de livres là-dessus, notamment, je vais essayer de voir si ça marche. 2 secondes. Yes. Alors ici, par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Dessine-moi l'intelligence, que je conseille à mes élèves, que j'ai fait acheter au lycée. Au CDI, et que je conseille vivement donc, à n'importe qui veut se lancer dans le mind mapping, et surtout, peut-être surtout aux jeunes et aux étudiants, ce livre-là. Alors sinon, il y a d'autres livres pour des gens qui sont déjà, par exemple, dans la directive, et à booster votre efficacité, je vous montrerai tout à l'heure. Donc on a 1000 milliards de neurones dans le cerveau, et quand l'information passe, au moment où vous concevez une pensée, elle a un chemin arborescent. Et alors l'idéal, ici je vais passer ça un petit peu, l'idéal c'est que l'hémisphère droit, qui lui contrôle donc, les images, l'espace, la couleur, le social, soit associé en synergie avec l'hémisphère gauche qui lui c'est tout ce qui est le verbe, la logique, le linéaire, le rationnel et l'individu. Ce qui m'intéressait vraiment dans cette notion, c'est qu'à l'école, et je suis enseignante, et au lycée notamment, on utilise beaucoup l'hémisphère gauche et on laisse tomber complètement l'hémisphère droit qui est tout ce qui a trait à la créativité. Et ce qui est dommage, c'est que quand on fait travailler que l'hémisphère gauche, bien souvent, donc ça fonctionne avec certains élèves, les bons élèves en général, mais ça ne fonctionne pas avec les autres, parce que les autres, ils ont besoin absolument de ne pas dissocier les deux côtés de leur cerveau, et surtout de faire appel à leur visuel, aux images et à la créativité qui est gérée par le côté droit. Donc du coup, ça m'a beaucoup plu ce que j'ai trouvé sur Internet. J'avais commandé le livre en question, puis d'autres, puis j'ai regardé beaucoup de vidéos.
Et puis j'ai continué, à travailler sur le mind mapping, et puis je faisais même des formations. Et un jour, je présente ce concept de logiciel, je présente à des collègues. Puis j'avais un collègue dans mon lycée qui était prof de philo, puis il m'a dit, mais il n'a rien inventé, ton Anthony Buzan. Aristote, ça fait des années qu'il fait. Aristote, donc, philosophe, bien sûr, il était à l'origine d'un système de représentation hiérarchique des objets. Donc en 1 plus 9 catégories. Donc en fait, il sépare ce qui est vivant, ça il l'appelle la substance, et puis le reste, 9 catégories dans lesquelles il va pouvoir classifier toutes les choses. Donc le combien, lequel, etc. Alors, on peut consulter sur Wikisource les sources des catégories, donc c'est passionnant, c'est très lisible. Moi, en philo, en terminale, j'étais pas bonne du tout. J'étais bonne partie, mais pas en philo. Je trouvais ça très difficile. Peut-être que j'étais pas assez mûre pour ça. Et maintenant, je trouve que lire Aristote, c'est vraiment passionnant parce que moi, ça m'apporte pas mal de choses, ça m'éclaire. En tout cas, sur cette histoire de classifier les choses en catégories. Alors, pourquoi classifier? Déjà, ça fait apporter pas mal de clarification. Vous êtes sur un concept donné et vous voulez mettre sur un papier au clair votre idée centrale. Vous pouvez vous lancer dans le mind mapping et puis dans la classification des choses. Alors, comment on va faire du mind mapping? Comment on va faire une carte? Donc, mind, pensée, mapping, faire une carte. Comment on va faire une carte de pensée? Une carte mentale, ça s'appelle aussi carte heuristique. Ça a des tas de noms. Alors, on va dessiner. Donc, les règles de l'art, c'est on prend, si vous voulez faire en manuel, un papier, si on passait par un logiciel de mind mapping, comme Flickr, déjà commencez par prendre une feuille de papier A4, format paysage, et vous écrivez au centre de cette feuille le thème sur lequel vous voulez travailler. Ça peut être n'importe quoi. Vous êtes étudiant, vous voulez faire une synthèse de cours parce que vous allez passer un examen, vous prenez votre feuille, A4 ou A3, format paysage, puis vous commencez à dessiner, écrire le thème central et puis partir en arborescence et mettre les idées sous-jacentes qui en découlent. Alors, ce qu'explique Tony Buzan, c'est que quand on peut remplacer, alors, si vous avez une phrase, essayez d'écrire un seul mot. Si vous pouvez réduire une phrase en un mot, faites-le. Si vous pouvez remplacer un mot par exemple, vous avez dans votre thème sur lequel vous allez travailler, si ce sont les animaux de la nature, vous allez avoir papillon, dessinez un papillon plutôt que d'écrire papillon. Parce que quand vous allez reprendre votre carte mentale qui sera terminée, elle aura été stimulée par l'image. Essayez aussi de mettre des couleurs, c'est essentiel. De bien remplir toute la carte et d'exploiter l'espace, et puis de structurer les idées. De façon logique, bien sûr. Donc, concrètement, c'est ce que je viens de vous dire, on obtient une sorte d'arbre dessiné sur une page. Donc, je vais revenir au centre. Voilà. Alors, pratique des cartes mentales. Maintenant, je vous ai un petit peu montré. Je vais vous montrer ce que j'en fais avec les élèves. Alors, voilà par exemple une carte manuelle de synthèse d'une notion en seconde que j'ai réalisée moi, mais que j'avais demandé aux élèves. Donc ici, une carte sur le lecteur. Voilà, une carte sur le lecteur. Donc là, j'ai fait. Donc, vous avez les nœuds ici, les arborescences, et puis à la fin, j'ai essayé de classifier les définitions, les propriétés. Donc, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Ici, toutes les propriétés regroupées. Bon, moi, je suis prof de maths, donc je vais vous montrer des mathématiques, mais je vais quand même essayer de vous montrer d'autres choses. Alors, les élèves, eux, ils ont tout de suite adhéré. Alors, je demande souvent en synthèse de cours des cartes mentales manuelles. Et moi, des fois, je présente des cartes mentales avec Freeman sur un concept donné, soit pour présenter une notion, soit pour en faire une synthèse.
5 mois, donc je manipule la souris à la main gauche et je n'ai pas tout à fait toujours la dextérité espérée. Voilà, ça c'est une carte mentale faite par un élève en méthodologie parce que donc, il y a 2 ans, j'ai un petit peu converti entre guillemets les collègues, et puis au lycée on avait instauré, avant même l'aide, l'accompagnement en seconde, là, on a ensemble instauré au lycée Antoine de Saint à Saint-Louis un atelier méthodologie pour tous les élèves de seconde, et j'avais fait dans cet atelier, on avait un module de mind mapping. Donc j'étais avec d'autres enseignants, et donc là, ça c'est une enseignante de français qui a obtenu cette carte-là par un de ses élèves. Donc, je la trouvais vraiment, elle est simple, mais elle est percutante. Sinon, alors, ce qui est bien aussi, moi ça m'a changé la méthode d'enseignement, parce que je me suis rendu compte que même des élèves, alors, soit des bons élèves, évidemment, ça ne va pas leur poser de soucis de faire une synthèse, mais les autres élèves, ça va beaucoup les aider. Alors les élèves en grande difficulté, j'ai eu des classes de seconde avec des élèves vraiment en très grande difficulté, et donc avec en mathématiques des résultats catastrophiques, mais tellement catastrophiques que moi-même, surtout moi, j'étais désespérée, je ne sais pas possible. Donc en fait, ce que je leur demandais, c'est de faire une carte mentale de synthèse d'une certaine notion. Je la ramassais, je la notais, parce que je la rendais un petit peu avant, voilà. Ça fait partie d'une des cartes mentales que j'adore, réalisée par une de mes élèves. Donc je regarde un petit peu s'il y a tout, si c'est bien structuré, s'il n'y a pas des choses et tout. Donc ils devaient me les faire, et c'est noté, c'était évalué. Je les ramassais et tout, je les évaluais, je les rendais. On faisait un devoir, je disais, vous servez bien sûr de votre carte mentale pour réviser. Et puis, on ouvre une autre en attendant. Et à certains devoirs, dans certaines classes où vraiment il y avait trop d'élèves en difficulté, je leur disais, bon, ou pour rattraper un devoir complètement raté, je leur disais, écoutez, on va refaire, et là vous amenez votre carte mentale, je vous la laisse. Alors là, sourire jusque-là, banane jusque-là, évidemment c'est pas comme ça que les élèves vont réussir à vraiment apprendre leur cours, mais quelque part ça peut les rassurer. Et puis les amener petit à petit vers une autonomie. Alors j'ai eu quand même pas mal, quelques soucis bien sûr avec l'équipe de maths, oui mais ton truc, ça peut marcher, mais franchement moi je vois pas l'intérêt, enfin, c'est très difficile de convaincre des collègues, très difficile sur l'utilité d'une méthode. Le problème, à mon sens, moi je suis évidemment personnellement complètement persuadée que c'est bien, puisque mes élèves, eux, je vois le bonheur avec lequel ils le font. Déjà, ma fille, par exemple, elle a réalisé son concours veto en faisant une carte mentale, et elle me disait, comment c'est trop bien, ça me permet ça me détend, puisque je dessine, ça me détend complètement. Une petite, alors, avant de terminer sur une petite vidéo pour vous montrer aussi l'avantage de la progression de FluPlane par rapport à FluMind, je voulais vous montrer un livre en accès libre. Alors, je pense qu'il est payant. Booster votre efficacité avec FluMind. Mais en tout cas, je vous montre juste un chapitre. Donc voilà, celui-là est fabuleux. Donc, en fait, je voulais vous dire que le mind mapping, c'est un concept qui est très anglo-saxon et qui est utilisé notamment par Boeing pour former ses pilotes, par exemple. C'est pas du tout, ça commence maintenant en Europe, enfin en France et en pays de langue francophone, mais c'est très anglo-saxon comme concept. Voilà. Donc là, ce petit livre, il vous explique comment, que peut-on faire avec le mind mapping. Il utilise FluMind pour étayer ses idées, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et on gagne en efficacité. Il y a eu des livres là-dessus, comment gagner un jour sur une semaine, je ne sais plus de qui, enfin grâce au mind mapping, mais c'est quelque chose de très efficace. Voilà, mais je vais mettre ça en vidéo pendant que vous avez des questions. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui. Moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'une carte mentale, finalement, c'est très personnel? Ah oui, tout à fait.
ça veut dire qu'en fait, si vous dessinez une carte mentale pour que moi je puisse comprendre quelque chose, finalement, vous pouvez très bien représenter le même thème, en fait, finalement, avec les mêmes nœuds, presque si on a la même chose, mais d'une manière complètement différente. Oui, justement, je dis bien aux élèves de faire attention à ça, c'est qu'une carte mentale, c'est complètement personnel. Donc ça sert absolument à rien, mais vraiment à rien, c'est à mon avis un effet inverse et négatif de copier la carte mentale du voisin. C'est parce que il faut s'approprier sa propre carte mentale. Donc essayer de réfléchir soi-même aux idées qu'on va y mettre. Et puis bon, si moi je vais montrer une carte mentale comme synthèse d'un cours, bon, ben, c'est ma façon à moi de voir les choses, mais c'est pas forcément la leur. Et ça, je le rappelle tout le temps. Donc à diffuser, je veux dire, ça paraît délicat du coup de pouvoir dire, ça y est, j'ai pu expliquer, je sais pas, tel concept, j'ai pu développer tel concept, et puis voilà la carte mentale, et voilà comment est-ce que d'autres peuvent être complètement hermétiques à ma manière à moi de dessiner. Oui, mais c'est si je diffuse une carte mentale sur le net, par exemple, c'est ma façon à moi de voir une chose. Donc je m'exprime. Donc moi, ça ne me gêne pas de montrer ma façon à moi de voir les choses. C'est évidemment pas forcément la façon des autres. C'est plutôt un moyen de transmission. C'est pas vraiment un moyen de transmission, en fait. C'est plus simple. Mais ce qui est bien, c'est que ça peut être très critique, en fait. C'est-à-dire qu'on a une bonne vue d'ensemble d'un point de vue d'une personne, d'un exposé, de quelque chose. Et puis là, on se pose des questions. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup moins, on en parlait ce matin, beaucoup moins passif. Parce qu'on est chaud, on voit comment ça s'articule. Alors, on parlait justement, donc vous avez vu comment c'est un excellent outil de présentation. Donc si vous travaillez dans une boîte que pour lundi matin, 8h ou 9h, vous avez un petit bilan à présenter, vous pouvez très bien utiliser Fliplen, préparer dimanche votre petit bilan, et déjà ça vous permettra d'avoir un guide, et puis d'être plus rassuré, et puis peut-être même d'étayer ce que vous avez à dire avec des liens sur Internet, des pages web, ou des dessins, etc. Et sinon, pour les élèves, quand ils font des cartes mentales manuelles, ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque élève a son style. Donc, quand j'en fais régulièrement, au bout de 3, même déjà dès la 3e, mettons pour être plus sûr, la 4e carte mentale ramassée, je n'ai pas besoin de lire les noms écrits derrière, je sais qui c'est. Parce qu'ils ont une patte. Et on reconnaît beaucoup plus vite que l'écriture manuelle. C'est beaucoup plus dans vos exemples d'ailleurs. Oui. Mais pour une notation, ça peut devenir une histoire qui est un peu pareil. Oui, mais tant pis. Pourquoi? Non, c'est le contraire. Je trouve qu'il faut inciter les gens à arrêter d'avoir une attitude passive. Au contraire, à avoir une écoute dynamique. Une dernière question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on peut se procurer un poster de l'arbre de l'encyclopédie des modèles? Ah. Ça, super. Non. J'ai passé 4 jours à télécharger. C'était comme un puzzle sur un site qui l'a mis en ligne. Mais j'ai passé 4 jours à la reconstituer et je dois pouvoir la donner. Mais il faut qu'on se contacte et puis on fait 60 mégas, je crois. Voilà. Et après, je l'ai fait imprimer, classifier. C'est un beau document, hein, c'est magnifique. Voilà. Merci, c'est nous qui vous remercions.